Je vais vous montrer comment réaliser un système de hiérarchie dans 3D Studio Max. Et pour ce faire, on va aller sur Create, Géométrie, Standard Primitive, et on va aller sur Box. En vue de top, on va créer donc une petite boîte comme ceci. Alors je vais rentrer des valeurs arbitraires histoire d'avoir un cube parfait, mais on n'est pas obligé. Vous noterez que le point de pivot se trouve à la base de mon objet. Je suis en mode box ici. Je vais valider donc la création de mon objet en cliquant sur Select and Move. Je peux faire ici un clic droit et faire un clic droit de nouveau sur chaque valeur X, Y et Z afin de centrer mon objet au centre de mon univers virtuel. Et une fois que c'est fait, je vais appuyer sur la touche Shift et je vais aller sur l'axe Y en vue de front et je vais cliquer et glisser mon objet comme ceci pour effectuer une copie donc, de cette boîte. Alors je vais rester en mode copie, je ne vais pas en instance ni en référence et je vais faire 5 copies de mon objet ici. On ne va pas changer le nom et on clique sur OK. Donc si on dézoome avec la molette de la souris dans la vue perspective, on peut voir qu'on a plusieurs boîtes qui sont empilées les unes sur les autres. Et le but du jeu va être de créer un système de hiérarchie entre ces différents éléments. Actuellement, si je veux bouger la boîte qui est ici en haut, je vois que je peux la modifier comme ceci. Clic droit pour annuler donc, cette modification, ce déplacement que l'on a effectué, donc cette translation. Je peux venir ici et faire la même chose. On voit que ces éléments sont donc tout à fait distincts les uns des autres en termes d'opération, de transformation. On peut les déplacer indépendamment les uns des autres. Mais en 3D et en infographie de façon plus générale, on a la possibilité de pouvoir établir un lien, une hiérarchie entre deux éléments, de sorte que lorsque l'on bouge un élément, celui qui a un lien de parenté, donc un lien de hiérarchie entre les éléments, eh bien, suit les mêmes opérations de transformation que son parent. Donc on va parler de relation parent-enfant. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne tout ça. L'idée c'est qu'on va sélectionner ici la boîte d'en haut et vous avez dans votre barre d'outils ici deux outils qui s'appellent Select and Link et Unlink Sélection. Alors si je vais sur Select and Link, je peux venir sur mon objet qui est actuellement sélectionné et je peux voir que le curseur de la souris change. Donc si je fais un clic gauche et que je maintiens le clic gauche sur mon objet qui est sélectionné, je peux lui désigner un objet qui sera son parent et je vais ainsi établir une relation hiérarchique entre ces deux éléments. Donc là vous voyez que j'ai fait un clic gauche, le clic gauche est toujours maintenu, je peux glisser avec ma souris sur le calque qui est juste en dessous, enfin le cube qui est juste en dessous de lui et je relâche mon clic gauche. Et là, vous voyez qu'il y a eu une mise en surbrillance momentanée du cube qui est juste en dessous pour signifier qu'il est maintenant parenté à cet objet. Ça veut dire que si maintenant je vais sous l'outil de sélection, ici donc Select and Move, et que je prends cet élément qui maintenant est le parent de cet élément, eh bien je peux bouger les deux éléments ensemble. Clic droit pour annuler. Vous noterez que cet élément qui est l'enfant, lui, il peut toujours bouger indépendamment du parent. L'enfant ici, donc, lui est devenu l'enfant de cet élément, lui, il dépend du parent. Donc si par exemple je prends l'outil Select an Uniform Scale et que je fais et que j'agrandis le parent, on peut voir que l'enfant se met à grossir en même temps que le parent. Idem pour la rotation, on voit que ça marche exactement de la même façon. Bien évidemment, comme je n'ai pas établi de lien de hiérarchie entre ces trois éléments, lui, il est totalement indépendant. Idem pour tous ceux qui sont en dessous pour lesquels je n'ai pas établi de relation. Alors, dans 3D Studio Max, il existe un outil qui
permet de visualiser les relations qui existent entre les différents objets. Et cet outil s'appelle la Schematic View. Ici, elle est juste à côté de la Curve Editor qui permet justement de voir les courbes d'animation. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Donc c'est juste à côté, on clique sur la Schematic View et à l'ouverture, vous pourrez voir qu'effectivement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets, donc ils sont tous représentés ici. Cet objet s'appelle box 6, on voit qu'il est sélectionné ici. Et l'objet qui est juste en dessous, c'est la box 5. Je le sais parce qu'il y a un système de hiérarchie ici entre les deux éléments, matérialisé ici par la petite ligne. Et si je clique sur box 05, je vois que je peux ici sélectionner mon objet. Si je clique deux fois sur box 05, je vois que je peux sélectionner l'ensemble de mon système de hiérarchie. Donc retenez bien ça. Pour naviguer aussi dans cette vue, bouton du milieu maintenu pour pouvoir faire un pan view et bouton du milieu pour pouvoir zoomer. D'accord? Donc on peut fermer cette fenêtre. On va travailler exclusivement à partir de cette vue et on va continuer notre système de hiérarchie entre ces différents éléments. Donc j'ai effectué un système de parentage entre cette boîte et cette boîte. On dit que on part toujours de l'enfant pour aller vers le parent. Et c'est exactement ce que je vais continuer. Je partirai de cette boîte pour aller ici, ensuite de cette boîte pour aller ici, et ainsi de suite. Donc, si je viens sur l'outil Select and Link, je peux continuer de créer mon système de hiérarchie comme ceci. Voilà. Et maintenant, selon toute logique, cette boîte est l'enfant de 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 cette boîte, et cette boîte est l'enfant de cette boîte. Donc lui, forcément, il est le parent de cette boîte. Ça veut dire que comme lui, c'est le plus petit parent de toute la hiérarchie ici, si je bouge cet élément, tout le reste devrait bouger ensemble. Donc on va vérifier ça tout de suite. Je vais aller sur l'axe X et je vais bouger mes éléments, et on peut voir que tous les éléments bouge en même temps. Ça veut dire que si par exemple je prends l'outil pour redimensionner mes boîtes, et bien c'est le cas. Encore un clic droit pour annuler, et si je viens ici sur la rotation, clic droit pour annuler cette modification en temps réel, vous voyez que tous les éléments sont maintenant hiérarchisés entre eux. Si je vais sur la Schematic View, on peut voir en dézoomant un tout petit peu que maintenant on n'a plus des boîtes qui sont alignées, mais une hiérarchie qui existe entre tous les éléments. Comme je vous l'ai expliqué, je peux cliquer deux fois sur box 1 pour sélectionner tous les membres de ma hiérarchie, et je peux le faire également au niveau de ma fenêtre avec un outil de transformation ici sélectionné. Je peux sélectionner ici ma boîte, cliquer deux fois dessus, et vous voyez que tous les membres sont actuellement sélectionnés. Alors, on peut noter que quand tous les membres sont sélectionnés, on a le point de pivot qui se met, le point de pivot de cette sélection qui se met au centre de la sélection. Et ça, ce n'est pas anodin. On a la possibilité de pouvoir changer le point de pivot en fonction des éléments sélectionnés. Et pour ce faire, vous avez ici cet outil qui s'appelle Use Selection Center. Alors, si on clique dessus, on peut voir qu'on a plusieurs options. On peut le faire soit par rapport donc, au point de pivot. Alors, il s'est marqué Use Pivot Point Center. Ça veut dire qu'il va se mettre au point de pivot de notre sélection, ou alors, comme on a vu tout à l'heure, au milieu, ou alors il se mettra non pas au point de pivot center, mais tandis que celui-là c'est par rapport aux coordonnées, au centre de coordonnées de notre système de sélection. Nous, on va utiliser le Use Pivot Point Center, qui va nous permettre en fait de prendre en considération le point de pivot de chaque élément sélectionné ici. Et grâce à ça, si je prends l'outil de rotation, vous verrez que, attendez, là ça ne fonctionne pas, donc effectivement quand on change ici d'outil de transformation, le système qu'on choisit ici se met à jour. Donc il faut bien évidemment pour chaque outil remettre la sélection à jour, et ici je vais aller choisir cet outil pour bien prendre en considération le fait que je veux que mon pivot soit placé à la base de ma sélection. Ça veut dire que maintenant,
je peux aller sur un axe. Donc, je me mets sur un axe et je le vois parce que il y a une surbrillance qui m'indique que je suis bel et bien sur un axe. Donc, en l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Et si je clique gauche et que je maintiens mon axe, on peut voir que j'obtiens cet effet de propagation de l'opération de transformation sur chaque pivot de chaque boîte en même temps. Et donc, on a un effet de bras, enfin, de bras qui se courbent automatiquement. D'accord? Donc, je peux venir ici, je peux chercher. Vous voyez un petit peu l'effet que ça peut donner. Clique droit pour annuler. Bon, à partir de là, je vais construire ce qu'on appelle un bras articulé et je vais donc tout désélectionner. Je vais tout sélectionner maintenant à nouveau et je vais cliquer sur Unlink Selection. Donc, mais avant de le faire, je vais aller sur Schematic View et vous allez voir que je peux venir ici, donc tout désélectionner et tout se remet à l'horizontale pour bien signifier que maintenant on a tout simplement effacé notre système de hiérarchie entre ces éléments. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme je vous ai dit, je vais créer un système, un bras articulé. Et pour ce faire, je vais prendre donc la dernière boîte ici. Je vais aller sur l'outil Modify et je vais lui ajouter un modificateur qui va être le suivant. On va lui mettre un Edit Poly. Donc je vais sur Edit Poly, je me mets en sous-objet Vertex où je peux sélectionner directement ici mes vertex. Et avec l'outil Select and Move en vue de front, je vais sélectionner ici mes 4 points. Ça se voit, je peux me rassurer que j'ai 4 vertices qui sont sélectionnés directement ici. Je peux appuyer sur G pour qu'on puisse mieux voir ce que ça va faire. Je vais maximiser ma vue aussi en cliquant sur ce petit bouton en bas. Je vais zoomer un peu et je vais descendre à peu près les vertex à ce niveau-là pour aplatir ma boîte. Donc je vais sortir du mode vertex et je vais repasser en mode objet. Donc, vous voyez que le point de pivot est toujours situé à la base et au centre de mon objet. Grâce à ça, je vais pouvoir appuyer sur Shift et aller sur l'axe X pour dupliquer cette partie de mon objet. Je vais faire qu'une seule copie et je vais en profiter directement pour placer le point d'ancrage de mon objet à ce niveau-là parce que comme je vais créer une pince, je veux que la rotation s'effectue à cet endroit. Et pour pouvoir changer le point de pivot, je vous rappelle qu'il faut aller sur Hiérarchie, Affect Pivot Only. Là, on voit qu'on est passé en mode édition parce qu'on a une espèce de petite armature qui englobe notre axis ici. Donc je suis sur Affect Pivot Only et je vais aller sur un plan pour déplacer. Alors je vais zoomer avec le bouton du milieu de ma souris. Donc, je vais déplacer mon point de pivot à peu près à cet endroit-là. Pas la peine que ce soit vraiment précis, c'est juste pour la démonstration, mais en tous les cas, on sait qu'on veut avoir notre point de pivot ici. Là, je vais valider ma transformation en cliquant sur Affect Pivot Only pour valider le fait que le point de pivot ne sera plus à la base ici, mais à cet endroit, et donc ça fera que je pourrai bouger mon objet à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur Shift et on va dupliquer encore une nouvelle fois notre objet. On va laisser à peu près le même écart qu'il y a entre les différentes boîtes. Je fais une copie cette fois-ci toujours et je fais OK. Je vais sur mode sur Modify et je vais de nouveau aller en sous-objet Vertex pour cette fois-ci prendre uniquement que ces deux vertex-là. Donc je fais un rectangle de sélection. Et avec deux vertices sélectionnés, je peux baisser très légèrement ici ces deux points. Et ça va constituer la pince de mon bras articulé. Ok. Donc une fois que c'est fait, je peux sortir du mode Edit Poly en cliquant dessus. Donc attendez, je viens ici, je clique sur Vertex. Donc là maintenant je suis sur Edit Poly en mode objet. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à dupliquer ces deux parties-là et à les mettre de l'autre côté. Et pour faire ça, je vais donc sélectionner ces deux éléments. Et je vais utiliser ici l'outil miroir, comme ceci. Et je vais lui demander de me faire une copie. Alors, il me semble que j'ai un petit souci, donc je vais faire OK. On va voir ce que ça donne. Je vais déplacer tout ça. Et je vois que mes éléments ne se sont pas copiés comme je le souhaitais.
et j'ai un petit souci d'affichage ici aussi. Donc la solution pour ça, c'est qu'on va supprimer ces deux objets. Si jamais ça vous fait la même chose que moi, c'est pas grave. Je vais ici sélectionner mes deux éléments et je vais les grouper. D'accord? Pas la peine de donner un nom pour cette étape. Donc j'ai groupé mes deux éléments et je le sais parce que ici le nom groupe 01 est apparu et il est mis en gras. Je peux ensuite cliquer sur miroir et là vous verrez qu'effectivement il va prendre en considération le fait qu'il s'agit d'un groupe et je peux le cloner sur un axe. En l'occurrence ce sera l'axe X ici et je vais en faire une copie comme tout à l'heure et là je vais pouvoir déplacer mes éléments comme il faut sur les côtés comme ceci. Voilà, je vais essayer de garder à peu près le même offset, le même espace entre les éléments, le même écart. Et je vais supprimer ce groupe en allant, donc bien évidemment, en sélectionnant ce groupe, en allant sur le menu groupe et en choisissant l'option Explode. Donc là, vous verrez que j'ai la possibilité de sélectionner mes deux éléments à part. Et je le ferai également pour celui-là qui est lui aussi un groupe. Je fais Explode. Et de cette façon, j'obtiens donc mon bras articulé. Je peux appuyer sur la touche F3 pour passer en mode shading et sur P pour changer de vue et passer en mode isométrique, donc avec une vue de perspective pour observer mon objet. Donc là, on est bien d'accord que pour l'instant, on n'a aucun système de hiérarchie entre nos éléments. Ils sont tous alignés. D'accord? Donc, pour l'exemple, je vais simplement changer la couleur de ces éléments, histoire qu'on identifie bien ces éléments. Et je vais, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur en assignant une couleur un peu plus foncée, comme celle-ci. Voilà, je vais faire OK. Voilà, donc là on peut voir qu'on a effectivement une différenciation de couleurs. C'est un petit peu plus sympa de voir les choses comme ça. Et je vais établir une hiérarchie entre ces éléments. Et pour ce faire, je vais aller sur l'outil Select and Link. Je vais commencer par cet élément et je vais le linker à cet objet. Et ainsi de suite, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Hop. Et hop. Maintenant, je vais m'occuper de ce côté-là. Donc, je prends cet élément, je le link à celui-là, et celui-là à celui-là, et je refais la même opération pour l'autre côté de la pince. Vous avez vu, c'est plutôt simple comme opération. Donc, maintenant que j'ai établi mon système de hiérarchie pour ma pince articulée, je vais simplement aller vite fait vérifier que tout se passe bien au niveau de mon système de hiérarchie. On peut voir qu'effectivement, tout s'est plutôt bien passé. Je vais maintenant aller sur l'outil de rotation et je vais cliquer deux fois ici pour sélectionner tous mes éléments. Donc là, je vais être sûr d'être sur la bonne interprétation pour le point de pivot de ma sélection. En l'occurrence, on se met sur Use Pivot Point Center. Et on peut voir qu'effectivement, quand je bouge sur un axe ou sur plusieurs axes, on peut voir que mon système fonctionne comme il faut. Alors, à partir de là, il faut faire attention parce que quand on va commencer à animer ces éléments, on ne va pas animer tout en même temps. D'accord? Je vous rappelle que pour tout sélectionner rapidement, je clique deux fois sur le parent le plus vieux de la hiérarchie et je peux ainsi commencer à animer mon objet. Donc comme je vous disais, on ne va pas animer tout en même temps parce que ça va être très très compliqué après de manipuler les différentes clés. Alors pour ce faire, on a ici la possibilité d'enregistrer des sélections. Par exemple ici, je peux prendre tous ces éléments-là et on va l'appeler tronc. Voilà, je fais entrer. Si je sors de ma sélection, je vois que je peux récupérer ici tronc et m'occuper uniquement que de cette partie-là. D'accord? Vous voyez que rien ne bouge au niveau des pinces ici. Donc je vais faire la même chose ici et on va l'appeler comment? On va l'appeler 01 et puis ici on va l'appeler 02. On va rester simple hein, et on fait à chaque fois entrer.
Donc si maintenant je clique sur ma liste ici, je vois que je peux avoir accès à 0.1 et à 0.2 et à 3 si je veux. Donc là on va faire un petit exercice, on va animer une balle qui va arriver ici, qui sera déjà là d'ailleurs. Donc la pince va venir, elle va récupérer la balle pour la déposer sur un plateau. Donc on va créer le plateau et la balle tout de suite. Donc je vais sortir du mode Maximus View. Et je vais me mettre, donc je vais dézoomer un petit peu sur cette vue. Et je vais chercher l'outil, je vais créer une box, voilà, qui sera à peu près à ce niveau-là, comme ceci. Et alors là, je ne suis pas dans le bon mode, là, je vais me mettre comme il faut, là, je vois que je suis en front. Voilà, je vais aller sur Modify pour changer un petit peu l'épaisseur de ma boîte. En vue de left, je peux remonter un tout petit peu ma boîte ici. Et puis je l'ajusterai, j'ajusterai ma boîte à ma convenance tout à l'heure. D'accord? Donc c'est ici que je vais poser la petite balle que je vais créer. Et pour ça, je vais aller sur l'outil sphère et je vais créer ici une balle comme ceci. Voilà. Allez, on va changer la couleur, on va la mettre en bleu. Voilà. Et on va la mettre sur le sol. Donc je vais zoomer un tout petit peu et je vais la poser ici sur le sol comme ceci. Donc si je regarde en vue de front, j'appuie sur F ici, on obtient ceci comme élément. Donc la balle elle est un peu grosse mais c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Je vais simplement ici sélectionner la base. Alors je vais aller sur tronc et je vais sur un axe pencher mon objet pour voir si c'est plutôt bien, et je trouve que là c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer à animer tout ça. Donc je vais aller sur AutoKey, d'accord, et je vais aller à l'outil, à l'image plutôt 10 pour faire une première animation. Alors avant toute chose, il est important que je vous explique que cette pose, la pose en T ici, c'est une pose par défaut, c'est la pose qu'il faut conserver au cas où votre animation ne serait pas bonne. D'accord? Donc je vous conseille de sélectionner tous les éléments avant toute chose, et on va créer une pose neutre. D'accord? Donc ça c'est la pose neutre qui nous permettra, si jamais on a fait de mauvaises manipulations, de revenir à l'état initial et de recommencer des poses clés qui seront plus saines. Donc pour ce faire, on sélectionne tout à la base. Je vais sur la clé 10, où je peux aller sur n'importe quelle clé, et je vais très légèrement bouger mon objet comme ceci. Ça aura pour effet de créer deux clés sur la timeline, et la clé qui sera à 0 correspondra à notre pose neutre. En l'occurrence ici pour notre animation, ça tombe très bien, on va partir d'une pose neutre et ensuite on va aller chercher notre sphère ici. Donc je peux aller sur la frame 10 et je vais... alors vous voyez, je ne veux pas avoir cette déformation au niveau des bras ici. Donc je vais supprimer, donc je vais sélectionner ici les clés, je vais appuyer sur la touche supprime de mon clavier, en sachant que la pose neutre, elle existe ici pour tous les éléments. Vous voyez que Max a créé une pose clé pour tous mes éléments puisque tout avait été sélectionné. Maintenant, je peux venir sur la frame 10 ici, aller chercher tronc. Je suis bien sur le bon mode ici et je peux maintenant poser une première pose clé ici pour mon animation. Alors, je peux me mettre en mode, je peux maximiser cette vue parce que je vais avoir plus de détails quant à la position de mon objet. Et là, je peux venir ici cliquer deux fois sur mon objet parce que lui, c'est le parent de lui, donc forcément, je peux cliquer deux fois sur lui pour le sélectionner. Et toujours sur la frame 10, je vais en profiter pour fermer cette pince ici. Et pareil, je clique deux fois ici, pas la peine de venir, vous pouvez hein, si vous voulez, mais c'est pas vraiment la peine de venir sélectionner votre objet. Je vais venir ici, fermer la pince comme ceci. D'accord? Donc on va dire que là, quand je ferme la pince comme ceci, je suis en position où ma boîte elle est venue récupérer cet élément. Donc on regarde un petit peu ce que ça donne. Hop, on arrive comme ça.
elle va prendre notre balle, elle va aller à peu près à la frame 20. Là, je peux cliquer 2 fois sur la base, remonter mon élément ici. Voilà, donc je vais le dézoomer un tout petit peu, hein, il va se mettre un petit peu comme ça. À la limite, j'aurais pas du tout sélectionné, donc je vais faire CTRL Z. Je vais prendre uniquement que le tronc parce que je ne veux pas qu'il ouvre les pinces encore à ce moment-là. Donc je vais uniquement que sélectionner mon tronc et animer que mon tronc. Et puis un peu plus tard, à la frame 25, j'essaie d'avoir un petit peu le même écart à chaque fois entre chaque clé. Je vais aller sur mon plateau pour relâcher ma balle à ce niveau-là. Donc on a comme animation la pose neutre, notre pince qui va venir prendre la balle, qui se relève et qui la dépose sur l'autre côté. D'accord? Alors on va marquer un petit temps de pause entre le moment où il se relève ici, il va attendre un tout petit peu et après il va se baisser pour déposer les éléments. Donc pour marquer ce temps de pause, je vais simplement sélectionner ici cette clé, cette clé. Je vais faire un Shift, je vais appuyer sur Shift et je vais dupliquer cette clé. D'accord? On va la laisser à peu près 5 secondes. Donc je vais décaler ici de 5 secondes pour avoir à peu près le même espace entre ces deux clés-là et ces clés-là. Donc ici, on est bien d'accord que cette clé et cette clé ont strictement le même rapport en termes de valeur. Donc c'est pour ça qu'on va avoir ce qu'on appelle un plateau en termes d'animation et notre élément ne va pas bouger puisqu'on a exactement les mêmes valeurs. L'interpolation et il ne va pas changer entre ces deux clés. D'accord? Donc on a ici la pince qui descend, qui prend la balle, qui va marquer un temps de pause et qui va ensuite déposer la balle ici. D'accord? Donc après on sait qu'il va devoir ouvrir les pinces pour déposer notre sphère ici. Et pour ce faire, je vais sélectionner ici ces éléments. Et je sais que quand il va arriver sur la frame 35, donc on peut le voir ici, hein, c'est marqué, sur la frame 35, là il va devoir s'arrêter. Et étant donné que je ne veux pas qu'il y ait d'animation entre la frame 35 et la frame 10, je vais devoir donc créer un plateau. Et pour créer un plateau, vous avez compris maintenant qu'il faut sélectionner la clé ici, appuyer sur Shift et glisser la clé au bon endroit. Donc ça veut dire qu'entre cette clé-là et cette clé-là, pour cette partie de ma pince, il n'y aura strictement aucune animation qui va entrer en jeu si je ne mets pas de clé entre ces deux clés ici. Donc je vais laisser ici l'animation telle qu'elle et je vais aller un peu plus loin pour lui demander cette fois-ci de prendre uniquement que cette partie-là et de baisser comme ceci cette partie de ma pince. D'accord? C'est bien ça, on peut voir ici les deux clés. Donc on regarde l'animation, on joue, il vient ici, il la prend, il la dépose et il ouvre la pince. On va effectuer la même chose ici pour cette partie-là. Donc on va se mettre sur la frame 35 puisqu'on veut que les pinces s'ouvrent au même moment. Donc je vais sélectionner ces deux éléments en cliquant 2 fois ici sur cette partie. Je vais aller sur la frame 10, sur la clé 10 du moins, Shift, et je vais glisser ici cette clé. Et on sait qu'à partir de la frame 40, il doit ouvrir la pince, donc je vais ouvrir cet élément comme ceci. Donc là, on sent bien que la balle devra glisser et tomber. D'accord? Donc il arrive ici, clé comme ça, il prend la balle, il s'arrête, il dépose, il ouvre les pinces pour déposer et on va revenir à la situation de base. Donc je vais aller ici sur la frame 50. Je peux sélectionner maintenant tous mes éléments et comme on sait qu'on a ici la pose neutre, j'appuie sur Shift, je vais la dupliquer ici sur la pose 50 et automatiquement, quand il va la déposer, il va se remettre ici à la pose neutre. Alors on va la mettre à la frame 50 parce qu'on va faire en sorte qu'il ne se relève pas tout de suite. D'accord, on va marquer un temps de pause entre ces différents éléments. Si je viens ici si je prends uniquement une boîte ici, on voit qu'on n'a pas de pose neutre pour le tronc. Donc je vais aller sélectionner ici le tronc et idem, je vais créer un plateau
pour bien signifier le fait que quand il arrive ici, il s'arrête et après il bouge. Donc on peut voir que sur la frame 40, on a un petit souci, c'est qu'il va créer une interpolation un petit peu bizarre par rapport, à cause de cette clé. Donc on va créer aussi ici, on va créer un plateau, d'accord. Et pour ces deux éléments-là aussi, on va laisser la frame 40 et on crée un plateau. Et avant que tout le monde se lève ici, on va sélectionner le tronc et je vais créer ici un plateau de façon à ce que rien ne bouge. Quand on arrive ici, tac, il dépose. Alors, je ne veux pas qu'il aille aussi bas, je ne sais pas pourquoi ça bouge, donc je vais voir un petit peu mes clés d'animation ici. Concrètement, il arrive ici, il pose sa balle, il n'a pas bougé. Donc je reprends ici la clé. Attendez, excusez-moi, je prends ici cette clé. Alors, on revient ici. Lui, il faut que je lui mette une clé pour ne pas qu'il bouge. Et voilà. Et après, on a une rotation qui se fait un petit peu trop tôt. Donc on va déplacer tous ces éléments ici. Et là, on voit que ça fonctionne. Ok. Donc il faut bien faire attention à la façon dont vous posez vos éléments pour que ça puisse fonctionner convenablement. Donc, je suis pas content de la façon dont ça bouge ici. Donc il revient, il la dépose, il ouvre ses pinces. Donc lui, je veux qu'il soit ici. Je veux qu'à la frame 45, Shift, il y ait aussi une clé pour ne pas qu'il bouge. Et ensuite, il se remet debout. Et là, on est plutôt bien. Tac. Et voilà. Ok. Donc là, on a une animation qui est correcte. Donc maintenant, on va s'occuper de la balle. On voit que quand la pince arrive ici, on a cette partie qui entre dans la balle. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc on va essayer de corriger ça assez rapidement. Et pour ce faire, rien ne nous interdit de mettre une clé entre ces deux éléments et de demander par exemple à ce que cette partie-là soit comme ça, d'accord, et que et que ces deux parties, ces deux éléments se retrouvent déjà comme ça. Donc on va ajuster notre pince pour être sûr que ça marche plus ou moins bien. Lui, on va le pencher un tout petit peu et lui, on va le mettre ici. Voilà, et on va jouer notre animation pour voir si ça se passe bien, et on voit qu'on évite de cette façon de rentrer directement dans la sphère. Ok, donc c'est assez simple à corriger en termes d'animation. Voilà, et on dépose comme ceci. Donc on est plutôt bien en termes d'animation, tout se passe bien. D'accord? Bon, alors, on a fait ça. Ça marche bien. Maintenant, on va s'occuper de notre balle. Et pour s'occuper de la balle, eh bien, on va la sélectionner cette fois-ci. Et on va essayer, enfin, on va pas essayer, on va animer la balle de façon à ce qu'elle suive le mouvement de notre pince, de notre bras articulé ici. Et pour ça, on va pas utiliser de système de hiérarchie parce que ce n'est pas animable. Une fois qu'on a fait un système de hiérarchie, ben, il existe tout au long de l'animation. On ne peut pas l'animer avec des pauses, avec des clés d'animation, ce n'est pas possible. Donc là, on va devoir animer notre balle frame par frame pour être sûr que ça suive parfaitement l'animation de notre balle. Et pour ça, il y a différentes méthodes pour être sûr que ça fonctionne convenablement. Donc, la première chose à faire, c'est de créer une clé d'animation. Je vais donc déterminer qu'à la frame 20, excusez-moi, qu'à la frame 20, je regarde un petit peu, hein, j'ai une clé qui a été posée ici. Je vais sélectionner ma sphère ici et je vais la déplacer à la frame 20, comme ceci. Je peux zoomer un petit peu ici pour bien voir ce qui se passe. Et je vais essayer de faire appel à mon bon sens et me dire, voilà, à peu près que la sphère devrait se trouver ici.
Donc je peux voir la courbe d'animation, la trajectoire plutôt de ma sphère, je vous rappelle, en allant sur Motion et en cliquant sur Trajectories. Là on peut voir la courbe d'animation de ma sphère pour prédire son évolution dans l'espace et dans le temps. Donc là on voit que ça va bouger de cette façon et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on peut voir que c'est effectivement ce que ça fait. Donc là j'ai une clé ici, j'ai une clé ici. Je vais positionner au milieu de ces deux clés à peu près, donc ici sous la frame 10. Et je vois que à la frame 10 rien n'a encore bougé, donc je peux prendre la clé ici et la glisser au niveau de la frame 10. Je vais me mettre entre les deux clés ici à la frame 15 parce que ça c'est plus évident pour moi d'avoir le même écart à chaque fois entre chaque clé, hein, donc je me mets au milieu et je vais positionner ma balle là où j'estime que ça devrait se mettre quand quand ma balle va être soulevée par la pince. Donc je ne vais pas coller ici parce que je sais qu'avec la vitesse, la balle va forcément bouger et qu'elle va buter sur ce côté-là. Donc c'est plus logique de la mettre à ce niveau-là. Et vous voyez que quand je commence à bouger ici, eh ben, je commence à avoir une balle qui suit la trajectoire de ma pince. Donc je vais aller 10 frames sur la frame 30, voilà, ici. Et je vais positionner ma balle comme ceci, au bon niveau. Et j'estime que ça devrait être à peu près ici. Voilà, ça ne va pas encore toucher cette partie, j'estime, parce qu'on vient à peine de tourner. Et à la frame, allez, il se pose à la frame 35. Donc on va aller à la frame 35 et on va positionner la balle ici. Voilà, là ça va toucher ce côté-là, puisque forcément on va baisser les choses ici. Donc maintenant on va aller à la frame 25, on va commencer à ajuster nos éléments frame par frame. Donc je vais venir ici et je vais sur un plan mettre ma balle au centre comme ceci. Ok. On regarde là maintenant où ça marche pas trop. Donc on voit bien que ici ça marche pas bien. Je me mets toujours entre les deux frames, hein, vous avez vu. Je veux pas qu'il y ait trop de clés d'animation, sinon ça va être compliqué pour moi après d'éditer mes éléments convenablement. Donc j'estime que ça devrait être ici. Je regarde en arrière comment ça bouge. Je vais venir ici entre ces deux clés. Effectivement là c'est pas du tout logique que ça soit comme ça, donc je vais venir me mettre un petit peu à ce niveau là. Alors peut-être comme ça, c'est plus logique. Tac. Donc ça devrait vraiment être au sol sur cette partie là. Hop, hop. Donc on peut ajuster si on veut, mais on n'est pas obligé, hein, c'est ça, parce que le mouvement sera tellement rapide après que ça se lira à peine. Donc là, vraiment dans le détail, mais on va quand même positionner bien comme il faut la balle. Donc ici. Hop, ça se voit à peine. Hop, 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 hop. Donc, je regarde toutes mes clés. Donc là, je sens qu'il y a... Donc là, il ne faut pas que ça bouge de trop. C'est pas grave, ça peut bouger un tout petit peu. Ici, je me mets donc au milieu de mes clés. Je réajuste la position. Donc on peut dire que ça va partir comme ça. Parce que là, on va avoir cet élément qui va pousser la balle sur les côtés. Hop. Là, la balle va un petit peu trop vite au fond, donc je peux ajuster sa position. Vous voyez, on peut déjà voir un petit peu la trajectoire, hein, qui se dessine automatiquement. Donc on sent qu'on a une courbe qui est plutôt comme elle devrait être, donc c'est plutôt pas mal. On va aller ici. Et je regarde toujours entre les deux clés si ça marche ou pas. Donc ici, je vais ajuster la position comme d'habitude. Donc là, on peut estimer qu'on est déjà un petit peu sur les côtés, comme ceci. Hein. On regarde si ça a arrangé la frame d'avant. Allez, on va l'ajuster aussi, histoire de faire les choses convenablement. Voilà. Donc on arrive ici. Et dès l'ouverture, donc à partir de la frame 50, on va aller sur la frame 40 et on va dire que notre balle va commencer à bouger. Je vais la mettre un petit peu au bord
ici de mon objet comme ceci. Et on peut voir que notre balle va se mettre à rouler. Alors, on va se mettre ici. On va corriger la position, donc il sera à peu près là. Entre les deux, il sera ici. Tac, tac. Alors, ici, il est déjà un petit peu trop entré quand même. Voilà. Dans la balle. Il arrive. Et il va se mettre à tomber sur notre plan ici. D'accord? Donc, on a ici le bras qui arrive, qui prend la balle, qui la dépose et qui va se remettre devant. Ok? Ça fait ça. Bon, l'animation, elle est un petit peu bizarre ici. On sent qu'elle n'est pas tellement géniale parce que je regarde comment ça bouge, tout ça, au niveau de timing. Donc, pour voir ce que ça donne, je peux sortir du mode AutoKey et je vais appuyer sur Play pour voir ce que ça donne. Voilà. On sent que c'est trop rapide en fait. Donc, on va voir comment ça se passe au niveau de l'animation. Donc, je vais sortir du mode trajectoire ici. Je vais appuyer sur Play. Donc, on a la barre qui vient, qui prend et qui dépose. Donc, tout ça, c'est un peu rapide. Mais c'est plutôt dynamique comme animation. Hop, et il dépose. Et il se remet à sa position du début. Il prend, il dépose. Bon, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour cet exercice. On va laisser le timing tel quel. Et maintenant, je vais passer à une autre vidéo, enfin une autre vidéo, non, un autre exercice plutôt, pour vous montrer comment on fait pour ralentir ou accélérer une animation. D'accord? Donc pour ce faire, je vais aller sur réinitialiser ma vue ici, je vais faire un petit reset. Donc j'espère que vous avez bien compris le système de hiérarchie dans 3D Studio Max. Hein. L'idée est simple, c'est que vous créez une boîte, une deuxième boîte si vous voulez, en tous les cas un autre élément, et vous allez sur Select and Link, vous partez toujours de l'enfant vers le parent, et ainsi le parent pourra contrôler les mouvements de l'enfant en translation, rotation et en mise à l'échelle. D'accord, ça c'est plutôt simple. Si vous voulez supprimer une relation entre les deux éléments, vous avez la possibilité de sélectionner l'enfant et de cliquer sur un link, et de cette façon, vous avez cassé le système de hiérarchie qui existe entre les deux éléments. Alors, attention, très très important, quand vous faites un système de hiérarchie entre les éléments, ne changez pas le scale parce que ça aura des effets dévastateurs sur tout le système de hiérarchie. Je vous conseille très fortement de rester avec un scale à 100%, ou sinon faites en sorte que tous vos éléments aient strictement le même scale. Ça c'est très important quand on est dans un système de hiérarchie. D'accord? Donc je refais un preset ici et je vais vous montrer comment on fait donc, pour accélérer ou réduire une animation. On l'avait déjà vu, mais je vous remontre assez rapidement cette vidéo avec l'exemple des escaliers. Donc ici, je vais créer ici une marche virtuelle, hein, comme ceci, d'accord. Je vais poser une clé d'animation sur la frame 10 par exemple, ok. Et je vais aller sur Modify, et à partir de là, je vais lui demander de mettre ça à 100, ça à 50, et puis ça, on va le mettre à 25, voilà. Je pense qu'on a une marche, allez, on va le mettre à 20. Voilà, ça c'est juste pour l'exemple, donc on a une marche à peu près comme ça. Si je vais ici, je peux faire un clic droit, donc si je vais la première frame ici à 0, je peux faire un clic droit pour tout remettre à 0. Ok? Donc on a ceci comme animation, on a un élément qui s'anime de cette façon, c'est plutôt sympa. Donc là on peut sortir du mode AutoKey
et on va aller sur Graph Editor et on va choisir non pas le Curve Editor mais la Top Sheet. La Top Sheet va nous permettre d'avoir accès à une timeline beaucoup plus grande et qui nous facilitera la tâche pour animer différents éléments de notre objet. Donc là, on a animé le length, le width et le height. Si je sélectionne ici ma boîte et que je vais sur l'une des clés, on peut voir que ces éléments ont des brackets rouges. Hein, c'est des petits contours rouges qui nous signifient que des clés d'animation sont posées à ce moment T du temps. Donc ici sur la frame 10 et ici sur la frame 0. Entre temps, on voit que quand on est sur une frame qui n'a pas de clé d'animation, il n'y a aucune braquette rouge qui entoure ici nos petites flèches. Donc là, on sait qu'on a une clé d'animation. Et par rapport à la track view Top Sheet ici, on peut voir qu'on a ici ce qu'on appelle des ranges. Hein, donc ce sont des durées qui nous indiquent le début et la fin de notre animation. Et ces durées, en fait, on peut les agrandir pour, et ça se voit ici, hein, quand je bouge ici ma clé, pour soit ralentir notre animation, hein, donc montrer qu'elle est beaucoup plus lente, ou alors soit accélérer notre animation. Et pour ça, je me mets vraiment sur la fin ici, sur les deux petites poignées ici de mes Edit Range, d'accord, pour vraiment indiquer si je veux agrandir ou pas mon animation. En l'occurrence, je vais rester ici sur la frame 10. Je le sais parce que quand je bouge mes éléments, je peux voir ici ma clé qui se déplace. D'accord? Donc je vais ici sélectionner ma box. Je vais déplier le petit plus qu'il y a ici. Là, on voit qu'on est sur l'objet box en tant que tel. Je ne vais pas aller sur l'objet box, je vais aller plus loin et je veux avoir accès aux paramètres qui sont ici affichés pour moi. Donc le length, le width et le height. Et je ne vais pas aller sur Edit Range, mais sur Edit Keys. D'accord? Et avec Edit Keys, je peux voir que j'ai effectivement ces trois paramètres que je peux sélectionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici mon width et mon height. Et pour être sûr que je prends bien les deux clés, il faut que je fasse attention à mon rectangle de sélection. Si mon rectangle de sélection n'englobe pas les clés que je veux, eh bien il ne va pas les sélectionner comme on peut le voir ici. D'accord? Mais par contre, s'il englobe vraiment les clés, là, il pourra les sélectionner. Donc là, je veux bouger, je veux décaler mon width et mon height et faire en sorte que les premières clés commencent au moment où s'arrête la dernière clé du length. Donc pour ça, je vais sélectionner les deux éléments width et height en faisant en sorte que le rectangle de sélection englobe bien les deux clés. Et là, je vais pouvoir faire un clic gauche et glisser ces éléments à la fin, comme ceci. Donc, en termes d'animation, voici ce que j'obtiens. J'ai d'abord une petite barre qui s'ouvre sur les côtés et ensuite mon élément qui s'anime. Alors, je vais faire la même opération pour le height ici. Je veux que ce soit le dernier élément qui s'anime. Donc, je vais prendre ici ces clés et je vais les décaler comme ceci. Donc, maintenant, on regarde l'animation qu'on a. On a ceci, ceci et ceci. D'accord? Vous avez vu, c'est plutôt sympa comme animation. Donc, maintenant qu'on a ça, on va dupliquer nos éléments parce qu'on estime que l'animation est plutôt sympa. On peut voir en temps réel ce que ça donne. Hein. Donc on va ici tourner. On va cliquer ici pour activer cette vue. Et on voit que en termes d'animation, en termes de timing, ça bouge plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on a fait ça, on est sorti du mode AutoKey, bien évidemment, très important. Et on va aller dupliquer en mode front. Je vais appuyer sur Shift et je vais dupliquer cette marge comme ceci. Et je vais rester en mode copie, je vais lui mettre 5 marches. Donc, on aura 6 marches. On voit qu'il va garder notre offset comme il faut pour bien décaler nos éléments et créer nos marches magiques. Donc si je dézoome un tout petit peu et que je fais play, on observe, on a ceci en termes d'animation, c'est déjà pas mal. Donc, on ne va pas garder cette animation. On va faire la même chose, on va décaler les animations pour chaque objet ici, mais cette fois-ci en mode Edit Range. Et pour ce faire, on va tout sélectionner. On va aller sur Graph Editor Top Sheet et je me mettrai en mode Edit Range dans la Top Sheet. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, je vais fermer ici la box 1. On voit que tous les éléments sont au même
toutes les animations sont au même niveau. Donc, je vais partir de la box 1, je vais la laisser ici. La box 2, attendez, la box 1 c'est celle-ci, la box 2 c'est celle-là, donc je vais la mettre à peu près au milieu de l'animation de la box 1. Et je vais faire la même chose pour chaque élément ici. Donc, ça va donner quelque chose comme ceci. À chaque fois, je m'arrête à la fin de chaque animation. Donc, c'est assez simple en termes de repères pour avoir une animation plus ou moins bien répartie. Et maintenant, je vais faire play et je vais obtenir ceci comme animation. Vous avez vu, c'est plutôt simple à animer. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on peut voir que ça prend un petit peu de temps, hein, tout ça, à s'animer. Donc rien ne m'empêche de tout sélectionner cette fois-ci et d'ajuster le timing, toujours en allant sur Graph Editor, Dopsheet. Donc là, tous les éléments sont sélectionnés. Ça veut dire que je peux aller prendre cet élément ici en haut ou la partie Object ici si jamais je veux. Hein, j'ai le choix entre les deux. Et je peux redimensionner tous mes éléments comme ceci et observer ce que ça me donne en termes de timing. Là, c'est un petit peu plus intéressant. Tac, 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 tac. Ok. Donc, vous avez vu comment on fait pour redimensionner une animation assez rapidement. N'oubliez pas ça. Quand vous ferez vos animations, n'oubliez pas que vous avez ici dans le Graph Editor la Dopsheet qui vous permet d'aller redimensionner l'ensemble de vos éléments. Alors, je vais continuer cet exercice parce qu'on l'avait fait ensemble et j'en profite de l'enregistrement pour refaire l'exercice de façon à ce que vous puissiez le refaire chez vous plus facilement. Donc, alors, une fois que les éléments sont animés, on va appuyer sur Shift, on va tout sélectionner et je vais appuyer sur Shift, vue de left, et je vais dupliquer ici ces éléments. À la limite, je vais faire cancel, je vais prendre uniquement que la base ici et je vais sur la vue de perspective. Attendez, je vais venir ici, perspective, Shift, et je vais dupliquer cet élément. Pour l'instant, on ne va pas renommer nos éléments. Je vais mettre du rouge. Et je vais complexifier un petit peu l'animation. Vous vous rappelez bien que là, pour l'instant, on a travaillé uniquement qu'avec l'outil de transformation Scale. Et là, cette fois-ci, on va lui ajouter de la translation sur l'axe Z. Donc, pour ce faire, comme je veux lui mettre des clés d'animation, bien évidemment, il faut appuyer sur AutoKey pour déterminer une action. Et je veux que quand il commence à grandir ici à partir de la frame 14, hein, qu'il se mette debout et hop, qu'il redescend après avoir atteint sa pleine hauteur. D'accord? Donc ici, je vais aller sur la frame 14 et je vais bouger mon élément vers le haut. Et sur la frame 10, je vais lui demander de revenir au sol. Donc ça va être sur Z, normalement, il revient à 0. Donc on a un élément qui va se surélever et qui va descendre. Donc j'aime pas trop l'animation, je le vois déjà quand je bouge mon curseur de temps, hein. Je vais essayer de changer de vue, je vais appuyer aussi sur G pour ouvrir la grille, et je regarde ce que ça me donne en termes d'animation, et je trouve que c'est un peu timide. Donc je vais aller ici sur la frame 14, parce que c'est là que j'avais dit que ça devait s'élever, je vais la monter un tout petit peu, et on va voir ce que ça donne. Voilà, là on sent que c'est déjà quelque chose de plus dynamique. Tac. Je vais mettre play pour voir ce que ça donne en temps réel. Ouais. Tac. Ok. Allez, on va aller sur le Graph Editor, Dopsheet. On va dérouler un peu tout ça. Et on va aller sur la position, puisque c'est là qu'on a animé notre élément. On va se mettre en curve. Et pour l'instant, vous voyez, ça me parle pas trop en termes d'animation. Donc, je vais plutôt aller sur le mode Curve Editor. Et là, je vais observer les clés qui ont l'air de vraiment bouger. Alors, je peux voir que la clé Z, elle a une courbe d'animation. La clé Y, elle n'a pas de courbe, donc je peux tout sélectionner, donc toutes les clés comme ceci, et appuyer sur Supprime. Ça sert à rien d'avoir des clés qui ne bougent pas du tout. Et celle-ci aussi, je peux la supprimer. Donc, du coup, il ne me reste plus que la clé Z. Et ici, on voit que on a une courbe, une cloche. Et moi, ce que je veux, c'est que quand... je
vais essayer de juste baisser un tout petit peu tout ça parce que c'est pas évident sur un écran d'avoir... voilà, je vais mettre ça comme ça. On va observer ici notre animation. Voilà, ça donne ça. Ça arrive ici. Ça monte et ça redescend assez rapidement. Moi, ce que je veux, c'est que ça ne monte pas aussi rapidement. Donc, je vais prendre cette poignée ici et je vais appuyer sur Shift et je vais étendre un tout petit peu ma poignée comme ceci. Et on va voir ce que ça va changer en termes d'animation si je les play. Vous avez vu qu'il manque comme un temps d'arrêt au top, donc à ce niveau-là, pour ensuite redescendre un petit peu violemment, ce que j'aime pas trop. Donc je vais prendre ici cette clé et je vais la mettre un tout petit peu au centre comme ceci et peut-être tirer comme ceci ce côté-là de façon à ce que ça tombe. Et allez, on va tricher un tout petit peu. Non, on va essayer tel quel. Voilà, je pense que là on aura une bonne animation. On regarde ce que ça donne. Tac. Vous avez vu que par rapport à avant, l'animation est un petit peu plus intéressante puisque comme on peut voir, il attend un petit peu en l'air pour pouvoir se poser. À la limite, je pourrais maintenant décaler un tout petit peu cette animation en allant sur le top sheet ici. Donc je vous rappelle que normalement il ne nous reste plus qu'une seule clé en position ici. Et je peux prendre donc tous ces éléments et puis les décaler très légèrement. On va voir ce que ça donne pour avoir un petit retard. Tac, vous avez vu? Tac, voilà. Donc là, il se lève, il se forme et ensuite il tombe. D'accord? Il se lève, il se forme et ensuite il tombe. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on est sorti du mode AutoKey, on va réitérer la même opération. Je vais venir ici sur un plan, j'appuie sur Shift, je peux décaler mes escaliers à peu près comme ceci. Je vais faire 5 marches. Je fais OK. Moi, je mets 5 marches. On a bien évidemment une animation qui va avoir lieu en même temps, si ce n'est pas ce qu'on veut. On va aller sur Graph Editor et non pas sur Tools. Graph Editor, s'il vous plaît. Top Sheet. Et on va sélectionner ici tous nos escaliers comme ceci. Voilà. Et on va se mettre en mode Edit Range, puisque c'est ça qu'on veut modifier et qu'on veut décaler en termes d'animation. Donc je vais fermer ici cette box. Je vais aller sur la box 8, arriver un petit peu au milieu de mon animation, comme ceci. Et vous avez compris que pour le reste, on se base sur la fin de chaque boîte, comme ceci. Et on regardera ce que ça donne tout de suite. Hop. Allez, on voit ça avec Play. Vous avez vu que du coup, avec l'opération de translation, ici, on a simplement fait monter notre objet sur l'axe Z. Et bien, on a nos éléments qui s'animent différemment, simplement en introduisant une nouvelle opération de transformation. Et là, on peut voir que l'animation n'est plus aussi dynamique qu'avant. Donc, rien ne nous empêche de venir sur l'ensemble de nos éléments ici. Shift, on sélectionne tout. Toujours le top sheet. Et comme je vous avais dit, on peut revenir ici sur l'ensemble de nos éléments et essayer de voir si en réduisant l'animation est plus dynamique. Je trouve qu'elle n'est toujours pas assez dynamique, donc je retourne sur mon top sheet ici et je vais aller vraiment sur les clés ici et vraiment tout réduire. Appuyer sur Play. Voilà, et là on a quelque chose de beaucoup plus dynamique comme ceci. Ok? Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. D'accord? Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on va introduire pour terminer la rotation et ensuite on passera à un autre exercice. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre ici cet élément, je vais appuyer sur Shift,
dupliquer cette boîte ici et on va changer la couleur, on va mettre du bleu par défaut, voilà. Et cette fois-ci, on va choisir du scale, donc je vais aller sur AutoKey. Ici, j'ai mes clés qui s'animent, et je veux que quand la boîte atteint son apogée, donc ici sur la clé 9, qu'elle fasse une rotation pour nous montrer un petit peu le dessous, comme ceci, et qu'après, quand elle redescend, et bien qu'elle soit à 0 ici. D'accord? Donc ça va donner ceci. Hop, bam, et elle tombe. Donc rien d'autre exceptionnel. L'animation est plutôt sympa. Alors bien évidemment, on n'a animé que sur une seule clé, ce qui veut dire que automatiquement 3D Studio Max, comme on a été en mode AutoKey, il va nous créer des clés pour les autres axes de rotation. On n'a pas besoin d'avoir accès à ces autres axes. Donc on va aller sur Graph Editor, on va aller sur la Curve View cette fois-ci. On va sélectionner notre boîte. On peut voir qu'on a donc la position qui est créée ici pour nous. On n'a pas de position en X, on le voit sur les pointillés, on a effacé toutes les clés. En Y, c'est la même chose, sauf en Z où on a effectivement une courbe. Ça, c'est pour la position. Mais si on va maintenant sur la rotation, on voit qu'on a sur la rotation X 0 clé, donc on va sélectionner et supprimer puisque c'est un plateau, ça sert à rien. Sur Y, on voit qu'on a quelque chose, et sur Z, on voit qu'on a 0 clé, on va sélectionner et on va cleaner les clés. Donc on peut effectivement lui demander quand il arrive ici de marquer un taux de pause sur la rotation avant de tourner ici. On peut voir ici qu'il commence déjà à tourner, et peut-être qu'on veut qu'il reste plus longtemps sur cette position. Alors pour qu'il reste plus longtemps, on va effectivement créer un pseudo plateau en zoomant un petit peu ici, et en étirant avec Shift un petit peu les clés, et on voit que là il maintient sa position. On peut le faire aussi un petit peu sur l'autre côté avec Shift de maintenu pour que tout ça reste un petit peu bien aligné, d'accord? Donc voilà, là j'ai une cloche un petit peu plus intéressante. Ici je peux même lui demander à ce qu'il tourne directement tout de suite, il aille tout de suite se mettre en mode rotation, et puis qu'ici il prenne le temps de se poser sur le sol. Voilà, je fais un contre-secret. Donc ça veut dire qu'on aura un objet qui va tout de suite se mettre en rotation et hop, qui va se poser ensuite. D'accord? Donc, si je regarde l'animation, je fais play. C'est un peu violent quand même. Donc je trouve que c'est un peu violent en termes d'animation, c'est trop rapide. Donc je vais aller sur la top sheet ici et je vais accélérer, enfin ralentir un petit peu mon animation. J'appuie sur play. Voilà, on va rester comme ça. Et maintenant, je peux dupliquer ici tous mes éléments en allant sur Shift. Je viens ici et je vais dupliquer 5 fois. Je fais OK. Et comme d'habitude, je sélectionne tous mes éléments, je vais sur Graph Editor, Top Sheet, et on a compris maintenant le principe. Je mets ça au milieu et je continue à décaler le reste de mes clés comme ceci. Voilà. Ok, donc normalement il nous reste une seule à changer, donc c'est celle-ci. Et on regarde ce que ça donne en termes d'animation. Je fais play. Ça me semble plutôt pas mal. Voilà. Et vous avez vu comment avec différentes clés d'animation pour les modes de translation, on peut créer une animation totalement différente pour nos éléments. Ok. Voilà, c'est un tout petit peu plus long, on pourrait accélérer un tout petit peu notre animation, mais vous avez compris l'idée. Ok. Donc voilà, je vais stopper la vidéo à ce niveau-là et je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment créer des systèmes de bones, qui est un système de hiérarchie aussi, et de skin pour un objet. Voilà.